Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de participer en grand nombre à cette conférence un peu spéciale puisqu'elle n'est pas en personne, en présentiel, mais qui réunit quand même déjà probablement pas loin d'une centaine de personnes et qui fait quand même une très belle conférence. Alors, je m'appelle Yannick Villedieu, je suis journaliste scientifique. J'ai été longtemps à Radio-Canada et je continue mes activités et mon intérêt pour la science avec une chronique le samedi matin à Radio-Canada. Mais je suis là ce soir pour animer donc cette conférence sur le pharmacien entrepreneur, enjeux, diversité et innovation, qui est une conférence organisée par le réseau des diplômés et des donateurs et aussi par le Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Alors, on va avoir ce soir, pendant l'heure qui vient, dans la grosse heure qui vient, on va avoir quatre panélistes que je vous présenterai en détail au fur et à mesure qu'ils prendront la parole. Mais on aura donc M. Benoît Morin, qui est président de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec. M. Morin est là. Ensuite, Bonjour. on a Gabrielle Nguyen Van Tien, qui est pharmacienne propriétaire, conférencière, chroniqueuse télé et radio. La radio, c'est important. Bonjour, Madame Van Tien. Bonsoir. Ensuite, Guyenne Vantin. Ensuite, on a Marc-André Maillot, qui est consultant en développement durable et président et fondateur de Maillon Vert. Il nous expliquera dans quelques minutes ce que c'est. Et on aura également comme quatrième conférencier Bertrand Bolduc, bien connu parce que c'est le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Alors, donc bienvenue à cette conférence. Vous pouvez, les participants, donc vous êtes une centaine à peu près, vous pouvez poser des questions avec la petite icône Q et R, questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran et on répondra à ces questions dans la dernière partie de la conférence. Alors, ça va se passer comme ceci, cette belle heure qu'on a devant nous. Il y aura une dizaine de minutes avec chacun des panélistes, donc quatre grands sujets, quatre grands thèmes que j'aborderai avec eux. Ensuite, on aura une quinzaine de minutes pour répondre justement à vos questions, les questions que vous aurez posées par le clavardage. Et après cette heure, il y aura en prime un moment de réseautage, une demi-heure de réseautage. Ça va être un genre de 5 à 7, sans 5 à 7, puisqu'on est virtuel. Et donc, nos conférenciers sont là pour répondre, pour continuer de discuter avec vous. Alors, on va commencer tout de suite, parce qu'on est dans le temps et il y a beaucoup de matériel. On va commencer tout de suite avec notre premier conférencier, qui est M. Benoît Morin. Benoît Morin, qui est diplômé en pharmacie à l'Université de Montréal en 1988, propriétaire d'une pharmacie à Montréal depuis 1990, donc longue expérience dans ce domaine. Et en plus de son rôle de pharmacien propriétaire, il a été administrateur à l'Ordre des pharmaciens pendant plus de 3 ans. Il a été aussi administrateur de l'AQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, dont il est président depuis novembre 2019. Il a reçu de nombreux honneurs, dont le prix Profession Santé pharmacien de cœur et d'action. C'est vraiment un beau titre comme prix en 2012 et aussi le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec en 2017, prix Louis Hébert également en 2005, la plus haute distinction de l'ordre, soulignant l'ensemble de sa carrière. Donc, il s'est distingué de façon toute soutenue par son engagement envers la profession, par son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de son milieu d'exercice, ainsi que par son éthique élevée. Et je vais lui poser la première question à monsieur dans ce bloc qui est consacré aux défis intergénérationnels et aux désirs des jeunes pharmaciens. Est-ce que le désir d'indépendance professionnelle, est-ce qu'il y a une relève chez les pharmaciens? Est-ce qu'il y a plus de désir qu'il y a une trentaine d'années, vous, quand vous avez été diplômé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ces 30 ans-là? Oui, certainement qu'il y a des choses qui ont changé, ça c'est évident, ne serait-ce que la formation des pharmaciens. Mais oui, moi je perçois chez les plus jeunes, les jeunes diplômés, même les jeunes propriétaires, un désir d'indépendance professionnelle plus fort, plus intense. Et ce n'est pas juste chez les pharmaciens, hein, on le voit chez les médecins, les jeunes médecins aussi, ils ont un désir d'indépendance professionnelle, ça se voit. Et c'est à la fois générationnel et social aussi. Je pense qu'au niveau de l'éthique et tout ça, la société évolue. Et moi, je souhaite ardemment que ça continue comme ça. C'est-à-dire que cette génération-là
qui va prendre notre place éventuellement, qui commence déjà à la prendre, ben, va avec cette indépendance-là préserver le droit de propriété à long terme. Parce que le droit de propriété au Québec, c'est exclusif aux pharmaciens, mais c'est une responsabilité, ce n'est pas juste un droit. Et la responsabilité, c'est d'en user correctement. Donc, l'indépendance professionnelle, c'est au cœur de ce droit-là. C'est ce que les patients attendent de nous. Et j'ai confiance que cette génération-là prenne la relève avec brio, mais malheureusement, ça demande une indépendance financière souvent, donc c'est un peu compliqué. On va en reparler un peu plus tard probablement. Mais je trouve aussi que malheureusement, il y a encore une inadéquation entre le désir d'indépendance, la formation que les jeunes pharmaciens ont et la réalité du terrain. Là. On n'est pas encore synchronisé. Mais oui, il y a une relève, puis on doit l'aider, cette relève-là. M. Morin, je voudrais vous poser une question. Quand vous dites indépendance professionnelle, ça veut dire quoi avec 2 ou 3 exemples bien précis, l'indépendance professionnelle du pharmacien? Bien, il y a différents exemples, mais le pharmacien doit choisir, faire des choix sans contrainte. C'est-à-dire qu'il doit être le maître à bord, faire des choix orientés sur le patient, sur les besoins de ses patients. Par exemple, de pouvoir collaborer avec les gens, les autres professionnels avec qui il veut, de se référer à qui il veut, de développer ses services en fonction de sa population comme il le souhaite. Il est le meilleur placé, c'est lui qui est le mieux placé pour définir les besoins de sa clientèle et non pas un tiers parti qui aurait d'autres intérêts. Oui, donc, une façon différente peut-être de voir le métier, mais vraiment très différente? Bien, je dirais qu'il n'est pas si différente que ça, mais qui évolue et qui s'en va, à mon sens, dans la bonne direction, mais en même temps, c'est de plus en plus difficile d'acquérir une pharmacie. Donc, cette génération-là, cette relève-là a besoin d'aide, on a besoin de l'aider, on a besoin de redéfinir la façon de leur donner des opportunités par mentorat, par association. Il y a différentes solutions, mais il faut y réfléchir. Et il faut trouver des moyens de pouvoir leur offrir, répondre à leurs aspirations finalement. Je retiens aussi de cette intervention-là, vous avez dit qu'il y a une inadéquation entre la formation qu'on donne à l'université et la réalité que les jeunes pharmaciens vont devoir affronter ou avec laquelle ils vont devoir vivre. C'est vraiment, vous pensez que l'université ne fait pas, je vais dire un gros mot, ne fait pas bien son travail? Non, moi je pense que l'université fait bien son travail pour la formation du pharmacien, mais le terrain, lui, est en retard sur la formation académique. Je m'explique, le modèle a changé, mais il a changé trop peu à mon avis. Bon, le membership a changé aussi au niveau des pharmaciens propriétaires. La moitié des propriétaires sont des femmes maintenant. Ils sont de plus en plus jeunes, ça c'est tant mieux. Mais on est dans un virage que l'université a complété, si on veut, dans une certaine mesure, mais le terrain, lui, on est comme dans le milieu de la courbe. On a bien entrepris le virage, mais il reste des choses à régler. On a des opportunités, on a le projet de loi 41, le projet de loi 31, on a la vaccination, ça c'est assez extraordinaire. Depuis 3 jours, on peut vacciner nos patients. Les médicaments de spécialité qui s'en viennent, le nouveau modèle de rémunération que la QPP veut mettre de l'avant, qui va être axé sur le besoin du patient et non le produit. La pandémie donne d'autres opportunités aussi. Et moi, je pense qu'il faut prendre ce virage-là, le prendre avec assurance, sortir de la courbe et redéfinir le modèle d'affaires qui va être plus axé sur les services que sur la distribution de médicaments. C'est ça la clé du succès. Vous dites que la pandémie donne de nouvelles opportunités. Vous parlez de vaccination. Évidemment, tout le monde attend le vaccin ou les vaccins contre la COVID. Vous risquez d'avoir de l'ouvrage à ce moment-là. Oui, mais vous savez, M. Villedieu, il y a une vingtaine d'années, dans une réunion ou un comité, j'avais parlé de vaccination des pharmaciens et tout le monde m'avait rabroué en disant, voyons donc, on ne sera jamais là. Et maintenant, on s'apprête à vacciner pour la COVID. Donc, à ni plus ni moins que de sauver la vie de nos patients parce qu'on va leur apporter un vaccin qui va
qui va les protéger contre la COVID. C'est assez extraordinaire. Moi, je suis bouleversé de ça et je trouve que ce n'est pas la seule opportunité qu'on va avoir. La prise en charge des patients. Le vaccin, c'est comme plus clair, c'est plus évident, mais il y a un paquet de choses qu'on peut faire au quotidien qui font en sorte qu'on peut prendre en charge nos patients, les aider à cheminer, préserver leur santé et jouer pleinement notre rôle. Et je pense que la formation des jeunes les prépare à ça. Mais le terrain est un peu en retard. Un vrai rôle de professionnel de la santé et pas seulement si je peux me permettre, de vendeur de pilules et parfois d'autres produits. Une petite dernière question avant de passer à notre deuxième panéliste. Bon, il y a des jeunes qui veulent se lancer en affaires. Une erreur de débutant que vous verriez ou qui risquerait d'apparaître, ce serait quoi en quelques mots? Ah, j'en vois beaucoup. Et c'est les mêmes qui se répètent, mais je vais y aller rapidement, mais ne pas s'informer suffisamment, évidemment, ça, c'est l'erreur qu'on fait. Avoir une vision à court terme, ça, là, si vous avez une décision à prendre, demandez-vous toujours, posez-vous toujours la question, même si vous devez acheter une pharmacie, est-ce que vous avez une vision à long terme ou à court terme? C'est des pièges d'avoir une vision à court terme. Un manque de planification, c'est un piège assez important aussi. Ne pas planifier son achat, ne pas planifier, ne pas avoir un plan rigoureux, c'est une erreur qui se fait souvent. Je vous donne un exemple facile, ne pas faire de vérification diligente quand on fait une offre d'acquisition. J'ai un paquet de pharmaciens qui me dit tout le temps, j'ai eu des surprises. On ne m'a pas dit la vérité, je ne m'attendais pas à ça, mais ils n'ont pas fait de vérification diligente. Il faut la faire. Il faut s'entourer de ses propres conseillers aussi. Il faut que ce soit votre monde à vous qui vienne regarder les choses pour vous et non un tiers. Vous ne pouvez pas faire confiance à un tiers pour une transaction qui va vous lier pour une bonne partie de votre vie. Il faut que vous soyez bien conseillé. Et finalement, le conseil que je souhaite donner, et c'est ce qu'on essaie d'enseigner à la QPP, c'est de réfléchir, de planifier et d'agir. Mais il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut, comment on le veut, comment après ça on le planifie au niveau des ressources humaines, de la gestion de tout ça. Et est-ce que je suis la bonne personne? Puis pour quel modèle je suis fait, moi, comme pharmacien propriétaire? Et agir en conséquence et avoir une vision à long terme. Vous n'iriez pas jusqu'à dire que le pharmacien devrait aussi passer un MBA avant de se lancer en affaires, non? Non, mais il doit prendre une expérience de gestion, assurément. Prendre l'expérience de gestion, prendre l'expérience de la pharmacie communautaire, gérer du personnel, les ressources humaines en pharmacie communautaire, c'est un enjeu majeur. C'était les pharmaciens avant, c'est les assistants techniques maintenant. Il faut être un bon gestionnaire de ressources humaines, parmi d'autres choses aussi. Donc, beaucoup de défis, beaucoup de pensez-y bien avant de se lancer dans ce domaine-là. Alors, beaucoup de défis, beaucoup de plaisir aussi. Oui, mais c'est sûr, parce que c'est quand même une belle perspective de carrière que de se lancer dans ce domaine-là. Je vais passer à notre deuxième intervenante, panéliste, qui est aussi pharmacienne propriétaire, Madame Nguyen Van Tien. Alors, je la présente plus en détail. Madame Gabrielle Nguyen Van Tien est pharmacienne propriétaire depuis 2009 à l'Université de Montréal. Elle travaille en GMF. Elle a effectué ses études en France, à Grenoble, avant d'obtenir ses équivalences de diplôme auprès de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Donc, elle s'est installée au Québec. Elle a travaillé comme pharmacienne salariée dans différents milieux. Elle a acquis toute l'expérience requise pour devenir propriétaire et pour rythmer sa pratique selon les standards qu'elle désirait. Elle est conférencière, invitée dans plusieurs congrès, a été chroniqueuse pour l'émission Médecins sans rendez-vous et aussi avec Marina Orsini, tout en intervenant régulièrement à la radio. Et je répète que la radio, c'est vraiment le grand média. Passionnée de vélo aussi, elle a écrit plusieurs articles sur ce sujet. Et donc, malgré toutes les contraintes que la profession subit, elle a le bien-être de ses patients. Alors, Madame Nguyen Van Tien, on va parler avec vous de cette dualité entre... Attendez un petit peu, je crois que je me mêle dans mes feuilles. On va parler avec vous des défis et des opportunités des pharmaciens propriétaires chez les minorités.
Est-ce qu'il y a des défis particuliers pour les pharmaciens, les pharmaciennes provenant des minorités, Madame Van Tien? Oui, en effet, en même temps, c'est drôle parce que le terme minorité est d'actualité. Puis un jour, dans l'auto avec la famille, je disais, bah, c'est drôle, moi j'ai l'impression d'être une minorité en tout temps. Une femme qui vient de Grenoble, d'un père vietnamien, d'une mère libanaise, puis qui développe sa vie d'adulte et professionnel au Québec. Puis oui, ça amène des défis, puis ça amène aussi des opportunités. Puis le premier défi, ce qui me vient en tête, c'est quand je suis arrivée au Québec, en fait, c'était vraiment pour la profession de pharmacienne parce que j'allais abandonner l'idée d'être pharmacienne en France parce que les modèles changeaient. Et il y avait beaucoup d'échanges avec notre université, avec des étudiants du Québec, et on nous parlait de la pratique exceptionnelle. Alors, je me suis dit, ben, avant de tout abandonner, je m'en vais au Québec, je vais regarder. Et j'ai travaillé en pharmacie. En fait, j'ai fait un stage pendant 5 mois, puis là, ça m'a rouvert les horizons. Et donc, des chemins plus ardus, puis des chemins plus faciles selon le projet. En deux mots, la différence, bon, vous dites la profession ou la pratique de la pharmacie en France me décourageait au point où j'allais abandonner, hein, c'est ce que vous dites. Et là, au Québec, ça vous a redonné la flamme. Alors, c'est quoi qu'est-ce qui vous a justement plu au Québec par rapport à l'expérience française? M'a énormément séduite au Québec et j'essaie de garder ces yeux de l'époque pour toujours avoir une motivation, puis avancer là-dedans, puis essayer d'améliorer la pratique, puis d'en avoir le plaisir. C'est que il y a énormément de communication, bien que certains diraient que ce n'est pas encore parfait, mais entre les différents professionnels de santé. Avoir un coup de téléphone d'un médecin qui nous demande conseil sur une prescription, ou moi d'appeler un médecin ou une infirmière pour dire que je refuse ou que je propose autre chose, ça c'était du domaine de la science-fiction en France. Donc, ça arrive aujourd'hui au Québec, puis je me dis, oh mon Dieu, wow, on va me demander mon avis, on va me demander mon expertise pour améliorer la condition du patient. Rien que le dossier patient, c'est-à-dire, en fait, si vous, Monsieur Villedieu, vous veniez à ma pharmacie, j'ai une fiche complète sur vous, de votre âge, votre poids, vos allergies, vos médicaments. Et avec tout ça, je suis capable de travailler correctement pour justement vous servir les bons traitements. Donc ça n'existe pas en France. La façon dont les paiements d'ordonnance se font de façon directe, électronique, nous, on est sous des archives de papier, ça se fait la nuit, on réclame le lendemain ou la semaine d'après les paiements à des patients qui peuvent habiter Paris alors que j'ai servi une prescription à Grenoble. Pour moi, c'est le Moyen-Âge. Donc, j'arrivais au Québec avec... Mais ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Depuis 2003. Donc, 2003. Donc, ça a peut-être un petit peu changé en France. Ils sont peut-être un peu sortis du Moyen-Âge, non? Ben, c'est drôle parce que je suis Facebook qui s'appelle Pigeon Pharmacien. C'est extrêmement intéressant de continuer de voir comment ça se passe de l'autre côté de l'océan parce qu'on n'oublie pas qui on est ni nos racines. Donc, je regarde puis ça me fait sourire. Et malheureusement, ça n'a pas tant changé. Tout l'aspect clinique, l'aspect terrain, comme dit M. Morin, bien qu'il ne soit peut-être pas encore parfait ici, il est vraiment, comme je dirais ici au Québec, une coche au-dessus. Donc, ça reste que la distribution ça reste que c'est beaucoup de distribution, un peu de conseil, mais pas tant de collaboration selon moi. Alors, vous êtes donc pharmacienne propriétaire et Monsieur Morin, il y a 2 secondes, évoquait les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, évoquait le fait qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait avant d'acheter une pharmacie, par exemple. Est-ce que vous, ça a été plus difficile du fait que vous veniez de l'étranger, par exemple? La banque devait vous regarder un peu de travers, non? En fait, je dirais plus difficile peut-être au début, avant même d'être propriétaire, parce que comme dans votre présentation de mon sujet, j'ai quand même voulu travailler dans plusieurs pharmacies pour me faire une idée, pour me faire une tête. C'est sûr que c'était un projet que je voulais absolument réaliser d'être propriétaire. Je n'avais pas mis de nombre d'années ni de délai pour y arriver. Je m'étais dit, je vais quand même essayer de traverser différents milieux pour justement préparer mon arrivée. Et je suis totalement d'accord avec ce que disait M. Morin, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, il faut s'entourer de gens que vous pouvez appeler n'importe quand pour n'importe quel problème, pas qu'ils vont tout résoudre, mais c'est toujours rassurant de savoir que vous avez une porte de sortie, un extincteur,
un filet de sécurité. Donc, je dirais qu'au moment où j'ai sauté dans la case du propriétaire, j'avais eu quelques projets qui m'étaient arrivés sous les yeux que j'avais refusés parce que je ne sentais pas que c'était le moment ou je ne sentais pas que c'était le projet qui était approprié pour ce que moi, je souhaitais offrir comme propriétaire. Donc, vous avez fait exactement ce que M. Morin recommandait de faire. Vous avez étudié froidement la situation, regardé les opportunités, les possibilités. C'est ça que vous avez fait. J'ai fait ça, puis je me suis aussi mise dans des situations un peu cocasses. Donc, j'ai fait exprès de travailler dans différentes pharmacies, dont une pharmacie qui était extrêmement ardue en termes de volume de prescription, de type de patients, de services offerts, pour me dire si j'arrive à passer à survivre à ce type de pharmacie-là et en apprendre suffisamment, je suis capable d'être propriétaire. Après, c'est sûr qu'il y a des défis année après année, puis c'est comme être parent, on a une idée de ce qu'on veut être. Après, on est là-dedans, on compose, puis on fait des erreurs, mais le but, c'est de continuer de s'améliorer puis d'offrir le meilleur. Mais votre bilan, c'est qu'au bout de toutes ces années, après devenue pharmacienne propriétaire, les choses vont bien, vous n'avez pas été déçu ou vous n'êtes pas arrivé sur des écueils que vous n'aviez pas prévus, que finalement, ça va bien. Oui, la profession a changé beaucoup, les rémunérations ont changé beaucoup, donc il y a des moments où je me suis gratté la tête longtemps. Je vous dirais, comme n'importe quelle entreprise, ça paraît un peu bateau ce que je dis, mais les 5 premières années sont difficiles, sont plus compliquées. Il y a aussi que j'étais dans un endroit qui est une ville semi-dortoir où il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur, donc pas beaucoup de minorités visibles. Donc, je me posais la question, est-ce que ça allait marcher? Parce qu'un des anciens propriétaires était aussi une minorité visible, mais ça n'avait pas du tout marché parce que la personnalité ne fonctionnait pas. Donc, après ça, ben, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des gens intéressés à savoir qui j'étais. Puis je vous dirais, ça a été la force d'être vraiment différente parce que, déjà, rien que mon nom est extrêmement long, donc les gens vont avoir tendance à m'appeler Gabrielle. Des fois, de façon me pose des questions de religion, d'où je viens, de pays, rien à voir avec la pharmacie. Mais au final, tout ça, ça fait en sorte que j'ai une relation particulière avec ma clientèle et c'est intéressant. C'est intéressant et même avec mon équipe, des fois, on rit parce que notre langue d'émotion, c'est notre langue maternelle. Donc, quand il y a un stress ou une émotion qui vient, ben, c'est une expression française qui part. Tout le monde rit parce que personne ne comprend. Donc, il faut en tirer des bonnes choses. Et si vous aviez en conclusion un petit mot, un petit conseil à donner, un conseil ou un encouragement ou un conseil effectivement à donner à un jeune diplômé ou une jeune diplômée issue des minorités qui veut se lancer en pharmacie, ça serait quoi le conseil ou la recommandation? Oui, d'évaluer son confort dans le risque, parce que pour être entrepreneur, peu importe qu'on soit en pharmacie ou ailleurs, c'est un risque que l'on prend. Pas mettre tout, donc pas all-in, mais pas bouée de sauvetage. Je pense que ça prend un peu des deux. De persévérer parce qu'il y a des moments qui sont où on se sent un peu seul. Moi, je suis arrivée seule au Québec. J'ai embarqué seule dans ma pharmacie. C'était tout nouveau. Jamais hésité à se remettre en question. Est-ce que je fais bien, pas bien? Puis comme disait M. Morin, il faut voir un petit peu plus loin. Puis c'est surtout, il faut savoir s'adapter. Donc, ce que je pensais hier, c'est peut-être pas vrai demain. Puis, il faut continuer. Il faut juste être patient. Et surtout, je me dis que si quelqu'un est immigré ou si quelqu'un se lance en affaires, il faut faire confiance à sa créativité. Donc, effectivement, il faut, les portes peuvent s'ouvrir, même quand on est issu des minorités. C'est un message que vous donnez quand même. Oui, complètement. Puis, il faut en tirer un atout. Et moi, je crois que ça a marché. La personne différente que j'étais, ça a fonctionné auprès de ma clientèle. Ma façon de voir les choses était aussi différente des pharmaciens en général. J'ai tenté des choses. Des fois, ça marchait, des fois non. Puis, il faut y aller. Il faut tenter des choses. Il faut évaluer son risque. Mais effectivement, il ne faut pas avoir froid aux yeux quand même. Il faut y aller. Ben, je vous remercie et je vais passer maintenant à mon troisième panéliste, donc Marc-André Maillot. Marc-André Maillot,
qui est pharmacien de profession depuis 2004, diplômé de l'Université de Montréal, également titulaire de diplômes spécialisés en vente conseil et des lancements d'entreprise, ainsi que titulaire d'un diplôme de deuxième cycle en gestion de projet. Il détient une accréditation associée écologique LEED et il a été formé par l'honorable Al Gore lui-même en tant que conférencier pour la Fondation Réalité Climatique. On est vraiment dans le sujet de l'heure. Entrepreneur et consultant, il implante depuis près de 10 ans le concept de pharmacie éco-responsable. Je vais lui demander dans 2 secondes ce que ça veut dire, axé sur son potentiel d'affaires et sa probabilité, en plus d'envisager un modèle d'affaires en phase avec une vision plus complète du rôle et de l'influence sociale de la pharmacie. Il a fondé donc une organisation qui s'appelle Maillon Vert, il va nous la présenter aussi, avec pour mission d'accompagner les entreprises à améliorer leur profitabilité à travers leur performance sociale et environnementale. Donc, ce n'est pas parce que on veut parler de société et d'environnement qu'on n'est pas nécessairement rentable. Avec plus de 20 000 heures de recherche et de développement en meilleures pratiques durables, l'équipe de Maillon Vert a rempli de nombreux mandats au Québec, à l'international, aussi bien pour des petites entreprises que pour des entreprises un peu plus grandes, comme par exemple L'Oréal, qui est une petite compagnie là, quelque part en France, je pense, de L'Oréal Paris. Alors voilà, donc c'est Marc-André Maillot. Monsieur Maillot, donc avec vous, on va parler d'innovation et de développement durable. Mais d'abord, dites-nous rapidement, Maillon Vert, c'est quoi? Et la pharmacie éco-responsable, c'est quoi en quelques mots pour nous situer? Ben, tout à fait, oui. En fait, bonjour. J'ai fondé Maillon Vert en 2012 suite à une carrière de remplaçant en pharmacie. Donc, j'avais eu la chance de travailler dans au-dessus de 150 pharmacies à travers le Québec. Puis quand j'ai fondé Maillon Vert, moi, ma volonté, c'était vraiment d'accompagner à la base les pharmacies, maintenant plusieurs types d'entreprises dans des meilleures pratiques là, en développement durable. Donc, c'est ce qu'on fait désormais. C'est certain que notre secteur fort reste la pharmacie. Hein? Ça reste mon amour de profession. Mais maintenant, on accompagne aussi d'autres types. Bien, exactement, voilà. Un pharmacien éco-responsable, c'est quoi? Bien, on va parler d'innovation. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est apporter finalement toutes les meilleures pratiques d'affaires qui fonctionnent bien, parfois s'inspirer d'autres secteurs, puis les apporter à la réalité de la pharmacie. Puis vraiment aux 2 entités, fait que, autant au niveau de l'entité là, laboratoire qu'au niveau de l'entité commerciale là, de la pharmacie. Là. Donc, on touche à tout. Est-ce que les pharmaciens éco-responsables, on les voit plutôt chez les jeunes pharmaciens par rapport aux pharmaciens plus âgés? Mais c'est intéressant, puis tu sais, Benoît le mentionnait un peu plus tôt, c'est certain que les pharmaciens plus jeunes ont effectivement souvent une plus grande volonté quand on parle de prendre leurs propres décisions et donc probablement de faire les choses un peu différemment et puis d'avoir également, puis ça on le voit, c'est très fort chez les milléniaux, dans le fond, d'avoir une réalité au travail qui est très, très proche de leurs valeurs. Donc, effectivement, oui, c'est certain que parmi nos clients, on a une plus grande proportion de clients propriétaires qui sont de la relève. Cela dit, on a vraiment des strates d'âge. Hein. Je pense que c'est des valeurs qui sont maintenant rendues assez unanimes là, à l'intérieur de la population. 2 ou 3 petits exemples de différence entre un pharmacien éco-irresponsable et un pharmacien éco-responsable. Qu'est-ce que l'un fait ou que l'autre ne fait pas ou ferait? 2 ou 3 petits exemples concrets. Ben, par exemple, je vais parler de la pandémie, hein, puisque c'est vraiment d'actualité. Puis on a eu beaucoup de pharmaciens qui nous contactaient un peu avec les cheveux hérissés, puis en se disant je pollue tellement présentement, c'est l'enfer, je ne sais pas quoi faire. On a eu plusieurs pharmacies qui, justement, ont utilisé le contexte de ce nouveau contexte-là, au final, pour regarder là où leur empreinte était le plus grand. Puis, par exemple, en pandémie, nos livraisons ont explosé en pharmacie. Donc, il y a eu beaucoup de pharmacies qui se sont tournées vers la livraison électrique. Ou encore qui avaient des pharmacies avec lesquelles on a regardé leur empreinte carbone, puis qui se sont tournés vers la carboneutralité. Donc, c'est des exemples là, qu'on a vus, là, je dirais, en bonne proportion là, cette année.
Mais ça ne change pas comme tel l'acte du pharmacien. Ce qui change, c'est l'environnement dans lequel on pratique, c'est ça? Plus parce que l'acte du pharmacien reste un acte de pharmacien. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, effectivement, au niveau de la profession, du cœur de la profession, c'est effectivement pas là, nous, qu'on va agir. On laisse à d'autres personnes travailler sur cet aspect-là, mais nous, on va plutôt agir sur l'environnement au final. Donc, il y a un primum non nocere, là, donc d'abord ne pas nuire. Donc, c'est un peu, au final, c'est de regarder aussi dans la manière dont on fait notre prestation de service, comment on peut avoir une empreinte qui est plus, la moindre possible ou la plus positive possible. Donc, ce que je comprends, M. Maillot, c'est que vous intervenez, vous avez des contrats, au fond, pour intervenir dans une pharmacie ou avec un pharmacien propriétaire, par exemple. Donnez-moi un exemple d'une belle réussite, de quelque chose que vous avez aimé, qui a changé vraiment la pratique ou la façon de faire d'une pharmacie ou d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens. Bien, on a travaillé vraiment sur beaucoup d'aspects, donc c'est difficile. Puis je vous dirais que présentement, là, on accompagne, on va débuter 2021 avec une centaine de pharmacies EcoPlus responsables. Donc, puis pour moi, là, puis je vais détourner, je vais faire vraiment une réponse politique, donc en détournant un peu le sujet. Mais pour moi, ce qui est intéressant à l'intérieur de ça, c'est justement, c'est la force du nombre, c'est l'addition de chacun de ces gestes-là. Et ça, pour moi, quand on parle d'innovation, c'est un peu ça aussi. L'innovation, ce n'est pas toujours une chose là, extraordinaire qu'on met, ce n'est pas toujours une technologie hyper innovante, spatiale, développée par la NASA. L'innovation, c'est aussi, dans le fond, nos changements de comportement, c'est aussi de réfléchir différemment. Puis ça peut se faire au quotidien. Puis nous, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille. On travaille beaucoup sur des petits gestes, mais on croit en le pouvoir de ce nombre-là, puis en l'innovation des comportements. Là. Et en conclusion, si vous regardez dans 5 ou 10 ans, vous parlez d'innovation ou de changement de comportement, dans 5 ou 10 ans, ce qui pourrait s'être produit ou ce que vous souhaitez qu'il se produise dans le métier, dans la profession? Il y a beaucoup de choses, hein, mais puis quand on parle d'innovation aussi, historiquement, la pharmacie n'est pas reconnue ou n'a pas la réputation pour être le secteur le plus innovant. Cela dit, des fois, on sous-évalue ce qu'on fait. On entendait Gabriel qui disait que en 2003, quand on regardait la pratique au Québec versus celle en France, déjà, on voyait on voyait vraiment qu'on était innovant. Avant la pandémie, avant le coronavirus, on a eu le virus Barrette. Qui nous a pas mal brassé. Puis, on a dû innover beaucoup à cette époque-là. C'est incroyable les gains que ça nous a qu'on a dû faire finalement à cause de ça. Puis présentement, avec la pandémie, c'est la même chose. Au final, ça nous pousse dans des tranchées, mais ça nous force à innover. Puis, comme on le dit toujours, il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Actuellement, la pandémie, elle nous pousse à nous réimaginer. En pharmacie, c'est certain qu'on a eu un énorme fardeau opérationnel. Donc, est-ce que vraiment, là, présentement, qu'on est au maximum de notre créativité? Peut-être pas. On est un peu fatigué, on est des survivants présentement, donc on a plus présentement l'énergie des soldats, mais je pense que tout ça va nous amener à nous réimaginer. La vaccination, on peut avoir l'impression qu'on est en retard sur d'autres provinces, mais encore une fois, imaginez, on est rendu les CLSC du Québec là, présentement, là, par rapport à la campagne de vaccination de la grippe. Je m'excuse, mais ça veut dire quelque chose. Donc, je pense que là où il va falloir s'améliorer, c'est vraiment dans ça, dans notre capture, dans ce qu'on est capable de se dire, OK, là, on a innové, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je pérennise cette innovation-là? Comment je l'intègre? Puis, comment je vais plus loin? Donc, moi, ce que je pense, c'est que dans les 10 prochaines années, on va en pharmacie pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est obligé, parce qu'on va se battre contre d'autres commerces, on va se battre contre le commerce en ligne, mais on va être obligé au final d'innover dans nos opérations, dans notre pratique professionnelle, dans nos pratiques commerciales, dans notre offre de services, mais on va innover. Puis
moi, ce que j'espère, c'est que les pharmaciens, la relève, va prendre ces défis-là de manière plus proactive peut-être que réactive, ce qui est un peu des fois là, ce qui a été peut-être un petit peu plus le cas, là, disons, dans les dernières années. Merci beaucoup. Vous donnez beaucoup à la fois des beaux défis, des beaux espoirs pour la relève en pharmacie, en tout cas, où vous allez devoir aussi fabriquer ou en tout cas donner les nouveaux paramètres de votre profession et de votre pratique professionnelle. Donc, c'est vraiment un beau défi, c'est vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup, M. Maillot. Et je vais passer maintenant à notre quatrième panéliste, qui est Bertrand Bolduc. Bertrand Bolduc, que vous connaissez, vous connaissez bien, puisqu'il est le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec depuis 2014. Il est pharmacien depuis 1990, diplômé de l'Université de Montréal, titulaire d'un MBA, justement, j'en parlais tout à l'heure, d'un MBA en l'an 2000, administrateur certifié de l'Institut des administrateurs de société depuis 2009. Monsieur Bolduc, a occupé de nombreux postes en marketing, en direction, chez Servier, Biovail, Axcan Pharma dans les années 90, devenu entrepreneur au début des années 2000, notamment avec Mistral Pharma, qui est une compagnie qu'il a repris et qu'il a inscrit au TSX Venture en 2005, revendu en 2008, donc toute une activité commerciale. En 2006, il est entrepreneur. Avec son collègue Jean-Philippe Jantès, il a acheté les laboratoires Denis Giroux, qui sont devenus ultimement Jantès et Bolduc pharmaciens. Et toujours avec ce même collègue, il a créé en 2011 Stérinova, une usine de médicaments stériles qui est maintenant approuvée par Santé Canada et la FDA américaine. La multinationale Brown a acheté une majorité de la compagnie en 2017. Alors, Monsieur Bolduc, avec vous, on va prendre le quatrième bloc, la dualité entre entrepreneurs et professionnels. D'abord, juste une petite précision, cette usine de médicaments stériles, elle est située où exactement? Juste pour à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Donc au cœur du Québec. Alors, donc, dualité entre entrepreneurs et professionnels, c'est vraiment une très belle question, une très grande question. Il y a une de vos collègues qui s'appelle Joanne Collin, qui a publié une histoire de la pharmacie au Québec tout récemment, et elle parle, si je me souviens bien, de reprofessionnalisation de la profession. Le pharmacien devient moins un vendeur de pilules et même parfois, on rappelle, vendeur de cigarettes il y a 20 ou 30 ans, pour devenir beaucoup plus, on l'entend depuis tout le début de cette table ronde, un professionnel de la santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de reprofessionnalisation de la profession de pharmacien? Oui, je pense que la démarche est entamée depuis longtemps et la dualité professionnels et entrepreneurs existent pour plein d'autres professions, hein, les dentistes, les physiothérapeutes, les notaires, les avocats, etc. Donc, ce n'est pas unique à nous. Ce qui est un peu plus particulier chez les pharmaciens, évidemment, c'est les produits. C'est que non seulement on vend des produits, mais on vend un service et c'est de s'assurer que les deux vont ensemble et qu'on ne fait pas, comme on dit entre nous, seulement de la distribution. Être un professionnel, c'est avoir une expertise que personne d'autre a et que nous devons mettre au service de la population. On ne doit pas s'en servir, on doit servir les gens avec cette expertise unique. Et quand les gens viennent nous voir, ils sont souvent démunis, ils ne savent pas ce que le médicament peut leur faire de bien ou d'effets secondaires, etc. C'est à ça qu'on sert à optimiser tout ça. Et c'est très facile à conjuguer, il suffit de ne pas l'oublier. Il suffit de savoir que lorsqu'on fait des actes professionnels de haute qualité, eh bien, comme entrepreneur, on sera récompensé inévitablement par une clientèle satisfaite, une clientèle fidèle qui revient et qui parle à d'autres clients, à d'autres patients qui viennent chez nous. Moi, quand je vois des entrepreneurs comme Benoît, Gabriel et les 1900 autres, 2000 autres pharmaciens propriétaires au Québec, je sais que les gens continuent d'aller les voir parce qu'ils donnent un excellent service. Et comme vient de dire Marc-André, nous sommes devenus les CLSC du Québec avec la vaccination. Eh bien, les gens se précipitent présentement pour avoir des rendez-vous dans nos pharmacies pour se faire vacciner pour la grippe. Ils ne se précipiteraient pas s'ils pensaient qu'ils seraient mal reçus et qu'il y aurait un mauvais service. Ils ont confiance aux pharmaciens. Donc, lorsqu'on est professionnel, qu'on met notre expertise au service des gens,
comme entrepreneur, on a du succès, c'est inévitable. Il suffit de faire passer ça en premier. Si vous allez en pharmacie et que votre unique pensée, c'est de faire des sous, ben, j'ai le regret de vous dire que ça ne fonctionnera pas parce que les gens vont le voir tout de suite. Alors, l'argent, ça ne doit pas et ce n'est jamais un objectif. C'est un moyen de faire des choses et c'est la conséquence de l'excellent service professionnel qu'on rend. Et lorsqu'on retient ça, ben, d'être entrepreneur professionnel, ça se conjugue très, très bien. Et donc, ça, c'est quelque chose qui... parce qu'on dit qu'il y a changement quand même, il y a un changement de perspective, d'attitude, et c'est quelque chose qui effectivement est très ancré chez les pharmaciens, et encore une fois, on parle des jeunes pharmaciens, pharmaciennes. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là où le pharmacien devient moins, je reprends l'expression un peu triviale, un vendeur de pilules? Ben, oui, les médicaments sont toujours là, évidemment. Ils sont le moyen par lequel on aide les gens, mais sans service, sans suivi, sans conseil, on peut avoir des gros problèmes. Et quand Benoît parlait de virage, le virage à l'université sur la formation clinique des pharmaciens, elle est faite depuis longtemps et ça va très, très bien. Le virage sur le terrain, il se fait sur l'action. Il ne se fait pas sur la rémunération encore. C'est là le problème. Les pharmaciens sont toujours rémunérés en fonction des produits ou du nombre d'actes de distribution, alors qu'il faut mettre l'accent évidemment sur le service professionnel. Les avancées sont là et on le voit depuis hier en pharmacie, la vaccination en est un. On ne vend plus un produit. Vous ne partez pas avec la bouteille de vaccin. Vous l'avez reçu dans votre bras et vous repartez vacciné. Donc, vous avez été servi professionnellement, que ce soit pour une infirmière ou un pharmacien qui vous l'a administré. Donc, c'est exactement vers ça qu'on se dirige. Et la profession se transforme parce qu'évidemment, elle doit évoluer. Elle fait face à des compétiteurs féroces. La distribution de produits, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que les pharmacies, hein? Il n'y a pas besoin de nommer le géant Amazon pour savoir qu'eux, ils sont très bons à distribuer des choses. Mais pour vacciner des gens, là, pas terrible. Non. Pour livrer de façon électrique, pas terrible. Pour vendre des produits éco-responsables, pas tellement non plus. Pour donner des bons conseils, avez-vous déjà parlé à quelqu'un chez Amazon? Et non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un chez Amazon? Mais effectivement, donc le pharmacien, on le redit depuis tout à l'heure, devient de plus en plus un professionnel de la santé comme tel. Bon, vous citez la vaccination, qui est vraiment l'innovation de cette année, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où on voit que le pharmacien devient vraiment beaucoup plus un professionnel? Tout à l'heure, Madame Guyenne Vantin nous disait: je suis étonné d'être appelé par un médecin pour me demander des conseils sur telle ou telle prescription. Est-ce qu'il y a effectivement des domaines où on voit vraiment le pharmacien, sur le côté professionnel, s'affirme en plus de la vaccination? Absolument. On le voit depuis la pandémie. D'abord, il y a eu délestage de suivis médicaux vers les pharmacies. Donc, les pharmaciens, non seulement pouvaient déjà vous dépanner en prolongeant vos ordonnances ou en les optimisant, donc en changeant les doses pour être sûr que tout va bien, mais là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus flexible et on se fie. En fait, le système de santé se fie sur les pharmaciens pour le faire parce que les médecins sont beaucoup moins disponibles, doivent être déployés en CHSLD, etc. Donc, on s'est servi beaucoup de ça. Dans le projet de loi 31 qui a été adopté en mars dernier, il y a une nouvelle activité qui s'appelle la demande de consultation qui s'en vient. Alors, les médecins vont consulter les pharmaciens au même titre qu'un spécialiste, un cardiologue, un pneumo, etc. Donc, ça va se faire. Et on s'en vient avec ce qu'on appelle maintenant la pratique en collaboration, pratique collaborative, où les équipes de santé, les médecins, les infirmières, les pharmaciens vont partager une clientèle commune et se diviser les tâches. Et l'ajustement de médicaments, en grande partie, sera fait et peut-être même l'initiation de certains produits par les pharmaciens. Donc, ça évolue beaucoup plus. La pharmacie va devenir un hub de santé. Vous allez aller à la pharmacie pour recevoir des services de santé. Évidemment, il y a souvent un produit qui accompagne ce service-là, mais pas toujours. Et vous allez aller là dans un environnement où vous êtes reçu parce qu'on vous reconnaît. On sait que c'est M. Villedieu qui vient nous voir parce que Gabrielle, elle connaît bien son patient et il demeure près de chez elle. Elle le voit régulièrement. Et c'est pour ça que vous allez aller là et continuer d'aller là. Et c'est comme ça qu'on va continuer à optimiser l'utilisation du médicament qui est une arme formidable contre la maladie, mais qui peut être extrêmement délétère si on ne l'utilise pas bien.
Oui, effectivement. Avant de passer aux questions de l'auditoire, parce que le temps tourne avec cette discussion passionnante, Anne Thibault, j'ai une note ici en disant qu'il y a des sphères moins traditionnelles d'action pour les pharmaciens entrepreneurs et que vous auriez peut-être, vous pourriez nous en parler 2 ou 3 secondes de ces sphères non traditionnelles. C'est quoi? Oui, il y en a plein. Alors, à mon époque, il y avait une option industrie en pharmacie qui était utilisée. Moi, j'ai passé un très long moment de ma carrière en industrie et jusqu'à un certain point, je le suis toujours à temps partiel. Marc-André est très certainement un exemple de créativité extraordinaire. Gabriel qui s'implique dans les médias. On en a plein de pharmaciens qui font d'autres choses, que ce soit en industrie pharmaceutique, mais de plus en plus dans les technologies de l'information. On a des pharmaciens qui s'impliquent. On a un pharmacien très bien connu au Québec qui est un des fellows de l'art qui s'appelle Raymond Chevalier, qui a développé un logiciel absolument formidable qui s'appelle Vigilance, qui est utilisé partout au Canada par les médecins et les pharmaciens dans les hôpitaux pour optimiser l'utilisation des médicaments. On a toutes sortes d'exemples dans toutes sortes de domaines. Mais il faut se souvenir d'une chose. C'est lorsqu'on est pharmacien entrepreneur dans un secteur non traditionnel, on reste pharmacien. Et les responsabilités d'un professionnel demeurent. Oui. Si vous ne voulez pas être un professionnel, bien, laissez aller votre titre et faites autre chose. Mais les pharmaciens qui s'impliquent dans l'industrie doivent continuer d'être des professionnels fiables, respecter le code de déonto. Il y a des clauses qui sont un peu moins précises, évidemment, mais l'honneur et la dignité, suivre les enseignements de la science, etc., ça demeure. Et c'est très, très, très important et c'est vital parce que lorsqu'on ne le fait pas, comme chez les ingénieurs, on se ramasse avec la commission Charbonneau, ce qu'on ne veut pas trop, non. Ce n'est pas très souhaitable, effectivement. Et vous avez dans les occupations non traditionnelles des pharmaciens, dans les médias, vous avez notre ami le pharmacien qui fait un beau travail justement de diffusion de la science et de la connaissance scientifique qui est tout à fait extraordinaire. Oui, c'est ça. Olivier Bernard, c'est un mélange de Marc-André Benoît Gabriel et de Yannick Villedieu. Et les deux ensemble, ça donne le pharmacien. Alors, on va passer, je vous remercie beaucoup, on va passer, il nous reste une dizaine de minutes, on va passer aux questions. Alors, il faut que j'appuie sur le truc converser, et voilà. Alors, on ouvre le question pour tous. Alors, une question pour tout le monde. Donc, on va voir qui veut la prendre au vol. Alors, on faisant une réponse assez rapide. Comment percevez-vous l'avenir de la pharmacie communautaire en tenant compte des nouveaux changements qu'on observe, dont l'arrivée d'Amazon et la pression pour la baisse des prix des médicaments venant des assureurs, de la population, du recours collectif? Qui veut répondre à ça? Peut-être le président de l'Ordre des pharmaciens? Je peux commencer. Alors, encore là, il faut démontrer aussi la valeur de nos services. Si vous allez chez le physiothérapeute, vous ressortez de là, puis votre tendinite vous fait aussi mal et qu'il ne vous a pas conseillé d'exercice et qu'il ne vous a pas vraiment aidé, vous allez avoir de la difficulté à continuer à vendre vos services. On a du boulot à faire pour démontrer la valeur de nos services à tous les intervenants, que ce soit au gouvernement, que ce soit aux assureurs privés, que ce soit aux employeurs. Je pense que les pharmaciens, de plus en plus, avec les nouvelles activités qu'on peut faire en pharmacie, on permet aux employés de manquer moins de journées de travail, de s'assurer que les enfants continuent d'aller à l'école. On règle le petit bobo. Les problèmes du vendredi soir qui arrivent à la pharmacie, on fait énormément pour eux. On va pouvoir faire encore plus. Il faut démontrer que ces services-là ont une certaine valeur et qu'elle doit être rémunérée en conséquence. Ça, c'est clair et certain. Et ça sera toujours un problème parce qu'il y a toujours moins cher. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas payer. Et ces gens-là, ben, ce n'est peut-être pas les clients que vous voulez garder. Mais un jour, ils auront besoin du service. Oui. Effectivement. Je peux me permettre de continuer. Oui. Le secret est dans le virage, hein, prendre le virage clinique, prendre le virage du service. Bertrand évoquait la vaccination, c'est un super bon exemple, mais il faut développer et rémunérer les services à valeur ajoutée, se décoller du produit, mais plutôt se rapprocher du patient, d'être près de lui. Et moi, je compte sur les jeunes, justement, pour vraiment s'impliquer auprès de leurs patients, d'être près d'eux, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs difficultés. Et là est le secret, d'être près de nos patients. Parce que c'est effectivement une bonne façon de se démarquer d'Amazon, parce qu'Amazon, comme on le disait il y a 2 minutes, ne pourrait jamais faire ça. Alors, on a une deuxième question, encore une question pour tous, on va voir qui veut y répondre parmi nos panélistes. La formation universitaire est très axée sur le côté clinique et peu sur la gestion.
quel programme ou quel chemin pour pallier ce manque? Il faut s'entourer, mais par où commencer? Qui veut, parmi les 4 personnes, répondre à ça? Parmi nos 4 invités, Gabriel. Benoît? Pardon? Gabriel. Oui, ben, en fait, moi, je le fais un peu avec mon équipe. C'est une petite pharmacie, une petite équipe. Mais pour que ça fonctionne, puis ça fait le lien avec ce qu'on disait avant là, par rapport à la qualité du service et aussi la qualité de notre gestion, j'implique tout le monde. En fait, je me considère pas celle qui va prendre toutes les décisions puis dicter qui fait quoi, comment. Oui, à des moments, c'est important. Mais à d'autres moments, moi, j'ai aucun problème à parler des choses qui semblent un petit peu plus confidentielles en gestion comme propriétaire à mon équipe parce que finalement, en prenant la force d'une ou l'autre des filles de mon équipe, elles vont s'impliquer, ce qui fait que je peux délester. Moi, il y a des stages qui sont obligatoires en pharmacie, puis je sais que, par exemple, à l'Université de Sherbrooke en médecine, ils font passer une journée chez les étudiants en médecine en pharmacie. Puis moi, j'aurais le goût de dire, venez passer une journée ou une semaine avec moi. Je vais vous donner l'agenda de mes activités, puis je vais vous laisser faire, puis essayer de voir ce que ça implique. Et après ça, selon ce que ça implique, selon vos forces, selon où est-ce que vous pouvez aller chercher l'information, vous allez pouvoir vous qualifier pour suivre telle formation ou peut-être un MBA si c'est nécessaire ou autre. Donc, je pense que c'est vraiment de mettre des journées thématiques à aujourd'hui, je suis propriétaire, qu'est-ce que je dois faire? Puis, vas-y, go! Ça nous apprendrait à déléguer d'autant plus. Une question maintenant directement pour M. Maillot. Est-ce qu'il y a, alors c'est une question très pratico-pratique, est-ce qu'il y a des tentatives de réduction des déchets dans les pharmacies, M. Maillot? Je dirais qu'il y a des réussites de réduction du déchet en pharmacie. Oui, en fait. D'ailleurs, récemment, c'était la Semaine québécoise de réduction des déchets et puis la QPP a partagé le fait qu'il y avait plusieurs pharmacies qui étaient allées décrocher l'attestation Ici, on recycle plus, qui est une attestation de Recycle Québec. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en pharmacie, on arrive à atteindre au-dessus de 95 de revalorisation des déchets dans les pharmacies qu'on accompagne. On avait fait une compilation juste pour dire, ça c'est juste dans les pharmacies qu'on accompagne, puis en passant, il n'y a pas que les pharmacies qu'on accompagne qui font de la réduction du déchet, il y a plein d'efforts partout, mais nous, on avait réduit de 350 tonnes, 680 tonnes de déchets en 2019 en pharmacie par du recyclage, du compost, tout ça. Il y a ce qu'on fait. 680 tonnes sur combien de tonnes approximativement? Est-ce que ça représente 1% ou 50%? Non. C'était des ratios qui étaient au-dessus de 80% en moyenne. Là. Donc, c'était excellent. Significatif. Ah oui, très significatif. Puis, il y a ce qu'on offre évidemment après ça à nos clients. Il y a beaucoup d'opportunités de vrac, d'offres zéro déchet également qu'on peut mettre. Ça, je parle de la partie commerciale également. Une autre question maintenant pour tous. On dit qu'il est beaucoup plus difficile qu'avant d'acquérir une pharmacie. Pouvez-vous spécifier ces nouveaux enjeux? Et sans patrimoine, est-ce que c'est encore possible d'espérer devenir un jour pharmacien propriétaire? Qui veut répondre à ça? Benoît Morin, vous levez la main, oui? Moi, j'avais évoqué des pistes de solutions. Évidemment, il y a le prix des pharmacies, il y a le financement et sans fonds, débuter une pharmacie en n'ayant aucune ressource financière, c'est bien difficile. C'est comme acheter une maison sans cash down, si vous me permettez l'expression. Mais les valeurs des pharmacies ont augmenté, ils se sont stabilisés. On devrait revoir possiblement une baisse de la valeur des pharmacies, mais pour le moment, c'est quand même assez élevé. Et le risque qu'il ne faut pas prendre, c'est de vendre son âme au diable en échange d'un financement qui ne nous serait pas accordé d'une manière ordinaire. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à financer, mais ils vous attachent en même temps et menacent votre indépendance professionnelle. Donc, par exemple, il y a des gens qui pourraient vous offrir de vous supporter financièrement, moyennant supplément, moyennant de l'ingérence dans votre gestion, moyennant l'ingérence sur la façon que
votre ratio de ressources humaines, le nombre de pharmaciens que vous utilisez, le nombre d'assistants techniques que vous utilisez, le nombre de services que vous développez. Et ça se voit couramment. C'est là où je disais que ça prend une réflexion, pas à court terme, mais plus à long terme. Et il faut aussi faire ses classes à quelque part. Et ça passe par peut-être une association dans certains cas, rentrer tranquillement, chercher un propriétaire qui nous plaît, travailler pour lui, s'associer avec lui, plutôt que de faire une acquisition rapide sans en avoir les moyens. Donc, faire attention aux gens qui pourraient vous donner de l'aide, mais qui pourraient avoir comme seul objectif la rentabilité, donc vous dire vous vendez plus de produits, vous faites moins de services, vous réduisez la taille de votre personnel, etc. Ça serait ça. Oui, voilà. Oui, absolument. Oui. Et il faut aussi mentionner que... Bertrand Bolduc, oui. Puis après, Gabriel Nguyen. Faut accumuler un peu de sous aussi avant d'acheter une maison. C'est la même chose pour une pharmacie. Moi, j'ai des amis, j'ai des collègues qui à l'époque, ont travaillé comme des fous à l'extérieur, sont allés au Nouveau-Brunswick, ont accumulé des sous pour pouvoir faire l'acquisition d'une pharmacie. Vous savez, des entrepreneurs, des pharmaciens volontaires, c'est des gens qui vivent des vies de fous. Hein? Pendant quelques années, après ça, faire une vie complètement folle. Mais alors, mais il faut être prêt à mettre les efforts. Et si on pense que d'acheter une pharmacie, c'est facile et c'est relax, ben c'est pas ça du tout. Gabriel Nguyen-Vantin, vous avez levé la main aussi. En fait, je pense que c'est important d'acheter une pharmacie à la hauteur des moyens que l'on a. Puisqu'on fait l'analogie avec l'achat d'une maison, à moins d'avoir une famille qui a beaucoup de moyens et qui peut nous aider là-dedans, souvent on va prendre un projet qu'on est capable de tenir, de mener. On va éventuellement revendre, augmenter, puis finalement, en revendant, on a un peu plus de sous, on s'achète plus gros. C'est un petit peu le même processus. En arrivant ici, là, comme je vous dis, moi, je n'avais pas une famille qui pouvait me donner beaucoup d'argent. Donc, j'ai rassemblé mes sous, j'ai travaillé. Puis, c'est une petite pharmacie qui, après 11 ans, a grossi. Ça reste quand même un petit milieu. J'en suis pas malheureuse. Puis oui, ça a demandé beaucoup de temps. Puis, pour revenir aux minorités, en étant une femme, en ayant eu un jeune enfant, il faut faire des choix. Donc, il faut faire des choix financiers, il faut faire des choix de temps, puis il n'y a pas de secret. Il faut y travailler, il faut être présent et à des moments, il faut se serrer la ceinture. Donc ça, on a beau être en 2020 puis dire que le ciel est la limite, c'est pas vrai tout le temps. Faut quand même avoir des attentes réalistes, puis commencer avec des moyens, puis se développer. Puis, comme disait aussi M. Morin, quand on devient propriétaire, c'est pour longtemps. Sûrement de plus en plus longtemps, puisque les pharmacies se payent plus cher sur plus longtemps. Les taux, les prêts hypothécaires sont plus compliqués à avoir. Donc, ça laisse le temps de se développer puis de devenir plus gros si c'est ça qu'on veut. C'est bien. Alors, on a une question qui est peut-être la dernière question et que je poserai successivement à chacun d'entre vous parce qu'on arrive déjà au terme de cette belle heure. La question est la suivante, c'est une très belle question, je trouve ça. Croyez-vous que la pharmacie du futur, le pharmacien du futur, ne vendra plus de produits qui ne sont pas en lien avec la santé? Est-ce que c'est possible de vivre uniquement de l'officine? Alors, je vais vous poser la question à chacun d'entre vous, comment vous voyez cet avenir. On va reprendre un peu l'ordre peut-être de nos présentations. Donc, la première personne, c'était donc Monsieur Morin. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra vivre uniquement de produits pharmaceutiques? Je le souhaite. Honnêtement, je le souhaite parce que c'est là qu'est notre profession, c'est là qu'est notre intérêt. Et je le souhaite et je vous dirais qu'avec l'indépendance professionnelle, les pharmaciens devraient de plus en plus se diriger vers ça parce que vendre des produits qui sont vendus ailleurs, de la boutique, des épiciers, du Tide pour le linge, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour un pharmacien. Je ne connais pas beaucoup de pharmaciens propriétaires pour qui ça fait vibrer. C'est souvent un moyen de rentabiliser, mais un moyen qui devient de moins en moins rentable et qui est vendu par de plus en plus de personnes, en ligne notamment. Donc, je souhaite que le pharmacien vive
oui, de ses produits, mais même qu'un jour, ils puissent vivre de ses services. C'est ça mon souhait pour l'avenir. Merci beaucoup, Benoît Morin. Gabrielle Nguyen-Van-Tine, votre réponse à cette question? Moi, je vais être plate. Je n'ai pas l'impression que ça va disparaître parce que les grandes entreprises existent encore, le marketing aussi. Mais moi, j'ai pour principe que peu importe ce que l'on peut vendre, c'est la responsabilité de chaque personne, de ce qu'il met dans son assiette ou de ce qu'il veut absorber, peu importe comment. Donc, nous, on a un travail à faire d'enseignement, d'outillage. On ne peut pas être responsable de l'ensemble de la planète pour leurs mauvaises actions. Donc, je pense que faut se concentrer sur les vraies choses. On ne pourra pas tout maîtriser. Le modèle de pharmacie, on n'est que du conseil, je le souhaite de tout cœur. Est-ce que ça va être le cas? On verra. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, Marc-André Maillot, la réponse à cette question, est-ce qu'un jour le pharmacien pourra vivre uniquement de l'officine? Et selon moi, ce n'est pas nécessaire, en fait. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est aller chercher plus de cohérence. Il y a énormément de produits de plancher qui sont en cohérence avec notre profession. Il y a des produits qui sont intéressants en tant que pharmacien, je pense. Je pense qu'il va falloir avoir une meilleure sélection dans ce qu'on offre sur notre plancher et puis oui, le ramener à ce qui est cohérent avec notre profession. Donc, oui, voilà. Puis là-dessus, moi, je me pose la question, tu sais, c'est quoi les attentes des clients dans le futur? Puis particulièrement par rapport à la pharmacie, mais c'est certainement de contribuer à une meilleure santé pour ces clients-là. Mais c'est vrai qu'on va encore à la pharmacie pour acheter autre chose que des médicaments. Il y a quand même ça qui est une réalité. Hein. Oui, exactement. Mais comme disait Benoît, du Tide, peut-être que ce n'est pas pertinent de l'avoir. Est-ce que peut-être qu'une autre lessive hypoallergène, par exemple, pourrait être pertinent? Je pose la question, là, je n'y réponds pas. Ouais. Oui, c'est ça. Et pour terminer, donc, justement, ça tombe très bien avec le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, Bertrand Bolduc. Est-ce qu'un jour, le pharmacien pourra vivre uniquement de son officine? Sur les 1900 pharmacies du Québec, il y en a déjà plusieurs qui le font. Hein? Ah oui? Bien sûr, des résidences dans des personnes âgées, des plus petites, évidemment, qui ont des chiffres d'affaires beaucoup plus petits, mais qui en vivent. Et ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire beaucoup de sous et vous donner beaucoup de problèmes, ou vous voulez avoir une pratique plutôt axée professionnelle et ne pas vous avoir affaire avec les produits qu'on décrivait tantôt. J'aime beaucoup la réponse de Marc-André. La cohérence est là. On a sorti la cigarette à la fin des années 90. C'était une grande bataille. Plusieurs pharmaciens propriétaires pensaient ne pas survivre. Alors, l'histoire l'a bien montré. Non seulement ils ont survécu, mais ils ont très bien survécu. Ils ont même grandi par la suite. Il n'y a rien qui nous empêcherait de sortir des produits incohérents, notamment des produits qu'on associe à la malbouffe aujourd'hui. Cette réflexion-là a été faite chez plusieurs pharmaciens propriétaires. On l'encourage, on ne l'oblige pas, mais avec des gens dynamiques comme ceux que vous avez sur votre panel ce soir, Marc-André accompagne les gens là-dedans très, très bien. Oui, il y a de l'espoir à avoir un plus grand pourcentage des ventes et des services associés à ce qu'on aime bien, nous, les pharmaciens, c'est-à-dire aider les gens pour leur santé. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les quatre parce qu'effectivement, pendant cette heure, on a eu cette vision d'une profession qui est en pleine évolution, qui est en pleine reprofessionnalisation, comme on a dit. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de vous suivre et de vous écouter et très encourageant aussi pour l'avenir. On voit que vous êtes dans un domaine qui est vraiment passionnant. Alors, c'est la fin de la table ronde proprement dite, des questions proprement dites, mais on le sait que vous pouvez rester en ligne pour ce réseautage informel qui va commencer. Mais pour lancer cette partie réseautage, après avoir remercié mes 4 panélistes, mais qui restaient là, je vais passer la parole à Madame Nada Zogheb du Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal, qui va nous dire quelques petits mots pour lancer cette période de réseautage. À vous, Madame Zogheb. Merci, Monsieur Villedieu. Et
Waouh, moi j'ai pris des pages de notes. Alors moi, en premier lieu, je veux dire merci à nos panélistes d'avoir pris le temps de partager votre expérience et expertise. Et si je résume bien, je me dis, dans tout métier, ça prend la passion. Et que ce soit un métier de pharmacien, un métier ou un poste ou une responsabilité dans une entreprise, c'est la passion. Et l'entrepreneuriat, il est principalement basé sur la passion aussi, mais aussi il est basé sur identifier un problème et y amener une solution. Et dans tout métier, la passion qui devient le point commun, ça devient le leitmotiv, je dirais, à toute solution. Pour répondre à plein de questions que j'ai vues, le Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal, il est là pour aider et entourer. Gabrielle, vous l'avez très bien dit, c'est de savoir s'entourer, de savoir où aller chercher de l'aide, à quel niveau et à quel moment. Alors, c'est une des raisons de l'existence du Centre d'entrepreneuriat, qui est un incubateur pour vos idées et pour les innovations qui viennent. Alors, nous, on est là pour vous aider à tester les qualifications que ça prend pour devenir un entrepreneur ou d'amener cet aspect de l'entrepreneuriat au métier, le métier de pharmacien, d'optométriste. Alors, nous, on est là pour ça et aussi de vous aider à prendre les risques sans trop rentrer dans le mur, mais aussi de vous trouver les personnes ressources comme Bertrand, Marc-André, Benoît et Gabriel pour venir vous parler de leur expérience et de comment guider. Alors, on est là pour ça, on est là pour vous guider là-dessus. Moi, j'aimerais aussi remercier M. Villedieu. Vous avez animé ça d'une main de maître et je pense que ça a été très fluide. Alors, je vous remercie de votre présence. J'aimerais aussi remercier et souligner la collaboration avec le réseau des diplômés de l'Université de Montréal et mon équipe qui ont participé à mettre en place cette conférence. J'espère que ça a aidé et il y en aura d'autres à suivre. Alors, je vous inviterai à nous suivre sur nos réseaux et je vous remercie encore à tout le monde d'avoir été là. On a été au-delà de 90 personnes ce soir. Merci beaucoup de votre engouement et je vais passer la parole à Madame Ferré, Anne, du réseau des diplômés. Alors, je te passe la main, Anne, à ce moment-là. Merci beaucoup, Nada. Je me présente. Je m'appelle Anne Ferré. Je travaille au réseau des diplômés des donateurs et je suis conseillère pour les futurs jeunes diplômés. Je profite de cette occasion pour vous parler du programme de mentorat qui est un complément, je trouve, exceptionnel avec le Centre Entrepreneuriat parce que nous lançons un programme de mentorat et vous allez recevoir la semaine prochaine les invitations pour participer à ce programme de mentorat. Pour notre projet pilote, on a choisi la faculté de pharmacie. Et qui peut participer à ce programme de mentorat? Les mentors doivent avoir plus de 10 ans d'expérience et les mentorés moins de 5 ans d'expérience. Et c'est vraiment un partage où le mentor peut venir justement soutenir le mentoré dans ses premières années quand il se lance dans sa carrière professionnelle. Vous aurez plein d'informations quand vous recevrez mon courriel la semaine prochaine. En attendant, je voulais vous remercier. Je voulais remercier nos panélistes. Merci à Benoît Morin, merci à Gabrielle Nguyen-Van. Merci à Marc-André Maillot, merci à Bertrand Bolduc et comme disait Nada, un grand merci aussi à Yannick Villedieu qui a super bien animé cette soirée. J'espère que vous avez apprécié, que vous en avez appris, que le partage de connaissances ou en tous les cas d'expériences de nos panélistes vous a plu. Nous terminons notre événement maintenant. Vous allez avoir dans le fil de conversation un sondage de satisfaction. On apprécierait beaucoup que vous y répondiez. Ça nous permettrait pour notre prochain événement de nous améliorer. Et puis, nous avons beaucoup aimé travailler avec le Centre Entrepreneuriat et nous ferons définitivement d'autres événements avec eux et je les remercie de leur participation et collaboration. Dans 3, 2, 1, on peut commencer notre soirée réseautage sans, comme disait M. Villedieu, sans les verres ni les petits fours, c'est dommage, j'aimais beaucoup ça. Comment ça va se passer? Nos panélistes sont restés sur notre événement et puis on va vous demander de lever la main pour poser une question. Je vais activer votre micro, vous allez pouvoir poser votre question et les panélistes, comme vous le souhaitez, vous répondrez aux questions. C'est 30 minutes de réseautage et puis après ça, la soirée se termine. Alors, attendez, il faut que je mette mon grand écran pour voir tout le monde. Est-ce que j'ai des mains levées?
Et alors, attendez, je ne sais pas où je vois mes mains levées. Est-ce que... Les joies du direct sur Zoom. Je me sens un peu seule derrière mon ordinateur à ce moment-là. On est tous là en super moral. Merci. Ça va bien, ça va bien. Ça va exactement. Puis Anne, Bertrand, il a déjà fait son cheers, alors avec un peu d'alcool, ça va bien aller. Tout à fait. C'est juste que je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les mains levées. Est-ce que on va ouvrir les micros, puis ça sera beaucoup plus simple, et puis lancez-vous et posez votre question. Et si c'est un panéliste en particulier à qui vous voulez poser votre question, dites-le. Est-ce qu'on essaye? En fait, il n'y a peut-être juste pas de questions. C'est peut-être pour ça que les gens ne lèvent pas la main, car c'est actif. Ah, ok. Mais sur le coup, dans les questions, on n'avait pas pu répondre à toutes les questions. Est-ce qu'on profite de l'occasion pour répondre aux dernières questions qui n'avaient pas été répondues? Avec plaisir. Alors, Sylvain, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour dire les questions qui étaient là? Désolée, hein. On s'ajuste. Ah, j'ai perdu Sylvain. Oui. Ah, Sylvain. Oui, bonjour. Donc, on avait encore quelques questions du public. Donc, une question pour tout le monde. On aura bientôt, dans quelques années, des techniciens qui seront capables de faire certaines tâches que les pharmaciens font aujourd'hui. Est-ce que le virage clinique sera si rapide? Sinon, que vont faire les pharmaciens lors de l'arrivée des techniciens? Alors, je ne sais pas si quelqu'un voudrait répondre à cette question. Bon, oui, je peux me lancer si vous voulez. Oui, monsieur Bolduc ou monsieur Morin? Oui, monsieur Morin. Ben, moi, j'ai aucun doute qu'avec l'évolution de la profession, avec le projet de loi 31, la vaccination, projet de loi 41 et d'autres activités cliniques qui vont être négociées dans l'avenir aussi, que les ATP vont avoir un rôle de plus en plus important à jouer en support aux pharmaciens pour vraiment libérer le pharmacien dans tous les aspects techniques de leur tâche et qu'ils soient disponibles pour vraiment jouer complètement leur rôle. Je vous donne un exemple, la vaccination. Le pharmacien peut vacciner, mais ce qu'on essaie d'avoir pour le moment, et c'est sur le point de se régler, le technicien en pharmacie pourrait entrer au registre entrer au registre de vaccination, les données. Ce n'est pas un acte cognitif de faire ça. C'est pas un geste, c'est un geste qu'un ATP bien formé peut très bien faire. Et plus la profession évolue, plus ce support-là est nécessaire pour que le professionnel soit libéré et puisse exercer ses activités avec le plus de temps disponible. Il va falloir déléguer pour s'améliorer. Il va falloir se déléguer pour se distinguer et devenir le professionnel qu'on doit être. Et je passe la parole à Bertrand. C'est pas compliqué. Il y a 1900 pharmacies, environ 125 établissements de santé. On a 10 cégeps qui vont donner la technique et en espérant avoir, je ne sais pas moi, 20, 25, 30 gradués dans 3 ans dans chacun. Je pense qu'on en a pour au moins 10 ans à rattraper le manque de personnel technique qu'on a besoin. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il faut regarder, hein, c'est le 150e anniversaire de l'ordre cette année. Quand on regarde l'histoire, les pharmaciens de tout temps ont toujours eu peur de manquer de boulot. Et bien, je peux vous dire une chose, il n'y a personne qui manque de boulot s'ils veulent travailler présentement. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, moi, je ne suis vraiment pas inquiet. Ce qu'on est allé chercher comme nouvelles activités avec 41 et 31 fait en sorte que les possibilités sont illimitées au niveau de la collaboration interprofessionnelle. Et plus on aura de techniciens pour nous supporter dans tout ça, plus on pourra en faire. Il n'y a pas un vétérinaire qui manque de boulot au Québec. Parce qu'il se fait voler son job par un technicien en santé animale, bien, ça sera la même chose en pharmacie. Mieux on sera supporté, plus on en fera pour la population et mieux ce sera pour tout le monde. Merci beaucoup pour vos réponses. En fait, on a d'autres questions qui ont rentré. Attends, il y a Gabrielle qui voulait répondre aussi. Ah oui, Gabrielle. Oui, désolé.
Je pense que c'est très bien qu'on ait justement une cohorte de techniciens de plus en plus formés et je pense qu'il ne faut pas oublier, puis ce qu'on vit actuellement, c'est que le jugement professionnel ne pourra pas être acquis par la formation ou autre, par un technicien ou une technicienne en pharmacie. Je pense que ça reste le propre du pharmacien. Puis, si chaque jour, vous êtes capable de déléguer l'ensemble de vos activités sans avoir d'avis ni de jugement, moi, je trouve ça inquiétant pour un professionnel comme le pharmacien. Moi, il n'y a pas pas de multiples fois dans la journée où je dois penser hors de ma bulle et hors d'un protocole bien fait qu'on pourrait apprendre aux meilleurs techniciens. Donc, ça ne disparaîtra pas. Donc, je pense pas qu'il faut avoir peur de ça. Puis, puisqu'on parle d'entrepreneuriat puis de propriétaires, on parle toujours de déléguer des tâches cliniques à nos techniciens. Il y a aussi des tâches de gestion qu'on peut donner à nos techniciens. Et surtout, c'est sûr que je parle encore de mon expérience, puis ce n'est pas représentatif de l'ensemble des pharmacies, surtout pas des plus grosses pharmacies qui ont des équipes très, très bien montées de gestion. Mais moi, ça m'a permis de déléguer des tâches de gestion à certaines techniciennes et d'avoir plus de temps pour le côté clinique. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de choses, puis il faut voir un petit peu plus large que juste la pratique de la pharmacie, surtout si vous êtes propriétaire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire à votre technicienne de façon différente, puis les impliquer à ce qu'elles comprennent d'autant plus comment le médicament circule dans une pharmacie et comment tout devrait être fait correctement. Excellent. Je vois que les personnes se sont dégênées, alors on a des questions qui sont venues. Alors, je te laisse aller, Anne. Merci. Ah non, vas-y. OK. Écoutez, je vais y aller avec une autre question qui est rentrée, qui est très actuelle, en fait. Est-ce que dans le contexte de la pandémie qu'on vit en ce moment, est-ce que ça va redessiner le visage de la pharmacie dans les prochaines années? Est-ce qu'on va voir des changements au niveau du service aux patients, de l'approche client, du rôle conseil du pharmacien? Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient répondre. Je peux commencer. Moi, je suis convaincu que oui, ça a déjà changé. Ça a changé notre approche et ça a changé la vision du patient de notre service aussi. Moi, je le sens dans le quotidien où je ne sais pas combien de reprises je me suis fait dire merci d'être là, merci de continuer le service, merci. Il y a comme un degré de conscience de la population qui a été pris là. Probablement des décideurs aussi, je le souhaite. Et en même temps, pour nous, c'est un grand moment de réflexion, justement, je reviens à ça, sur l'indépendance professionnelle. C'est-à-dire que plusieurs d'entre nous avons eu à prendre des décisions nouvelles en fonction du contexte. Et ces décisions-là n'ont pas toujours été faciles, n'ont pas toujours été unanimes et je dirais que n'ont pas toujours été populaires auprès des tiers qui nous entourent. Et ça demande une réflexion pour l'avenir parce que le pharmacien doit être indépendant, doit être maître de ses décisions. Et quand je parle du pharmacien propriétaire, je parle aussi du pharmacien tout court, là. Il doit être maître de ses décisions et ne pas être influencé par les tiers. Et ça, cette réflexion-là a été mise en valeur, je pense, durant la pandémie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer? Ah, super, Gabrielle. J'ai plein de choses à dire. Hein? C'est super, on aime. Justement, la pandémie a amené à être un petit peu plus large sur les services cliniques qu'on pouvait offrir aux patients. Puis moi, en fait, depuis que ça a commencé, puis que les cliniques ont eu des heures d'ouverture plus limitées parce que les médecins étaient redistribués dans des cliniques COVID ou autres, parce que certains étaient en quarantaine, j'ai eu d'innombrables demandes de toutes sortes. Il y en a, on ne peut malheureusement pas y pallier, mais l'élargissement a permis justement de faire « ouf, je peux faire quelque chose sans déroger à un règlement ou à mon code de déontologie ». Donc, c'est sûr que c'est lourd parce qu'il y a beaucoup d'explications en même temps. C'est ce qu'on souhaite tous, donc tant mieux. Moi, je me dis, est-ce que ça prenait une pandémie pour montrer qu'on était assez intelligent et créatif pour faire ça? Et je souhaite que ça ne se referme pas suite à ça, puis qu'on
on continue d'être une profession qui ne va pas faire du doublon d'autres professions, mais qui va compléter l'ensemble. Parce que je pense qu'on veut faire de la clinique, mais moi, j'ai toujours dit, je fais de la pharmacie parce que j'ai toujours voulu être pharmacienne. Je veux pas être comme un médecin, je veux être comme une pharmacienne. Donc, c'est important aussi de faire les choses de base pour lesquelles on est formé, pour lesquelles... parce qu'on sait faire ça. Donc, si on les fait déjà bien, on peut passer au palier suivant. Excellent. Merci beaucoup. Une question pour M. Morin. Comment on peut mesurer et démontrer la valeur des services? Quelles sont les initiatives de l'AQPP en ce sens? Je sais pas si, pour démontrer la... Je vous entends pas beaucoup, Sylvain. Oui, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. En fait, la question c'était comment peut-on mesurer et démontrer la valeur des services que l'on offre? Est-ce qu'il y a des initiatives du côté de l'AQPP pour ça? Bien, comment on peut démontrer la valeur? Il faut faire le service de façon correcte. Je vous donne l'exemple de la prolongation d'ordonnance. C'est un service à valeur ajoutée, mais ce service-là doit être fait de façon correcte, avec les bons paramètres pour le bénéfice du patient. Ça, c'est la première des choses. Donc, la qualité du service. Ce qu'on peut faire à l'AQPP, c'est de mesurer le nombre de services, mesurer le contexte dans lequel le service est donné, la fréquence aussi. Ça, c'est des outils de mesure que l'on a. Et ce qu'on tente de faire, c'est des liens avec quelle est la valeur de notre service et en même temps, quel est le coût de notre service quand il est donné ailleurs dans le système. Et à ce moment-là, c'est intéressant au niveau des tiers de leur démontrer que le service chez nous, ou du moins que le service donné par le bon professionnel au bon moment a toujours une valeur ajoutée dans le système. Le problème que l'on vit, c'est que lorsqu'on est performant, on améliore l'accessibilité au système. Pas nécessairement la rentabilité du système où on ne diminue pas les dépenses, on améliore l'accessibilité. Mais c'est aussi un objectif des gouvernements et des décideurs, réduire le temps à l'urgence, améliorer l'accessibilité. Ce qu'on essaie de démontrer à chaque fois, c'est la valeur ajoutée sur ces paramètres-là, des services qui sont offerts à la pharmacie actuellement et qu'on souhaiterait offrir aussi. Excellent. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais... Je pense que oui. Il y a un bon développement. On a quelques questions un peu plus techniques au niveau de la rémunération. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande, en fait, où on est avec le POP, donc le plan d'optimisation de la pharmaco-TX. Est-ce en préparation, en négociation avec l'AQPP et le gouvernement pour une forme de rémunération? Donc, je pense une question encore pour M. Morin. Oui, ici. OK. Bien, évidemment, dans le nouveau modèle de rémunération, on avait des activités cliniques qu'on était en train de négocier avec le gouvernement et on avait ce qu'on appelle les POP ciblés ou même un POP plus large qui correspondait un peu comme au MedCheck en Ontario. Et on avait une stratégie de négociation pour vraiment cibler des groupes de patients qui étaient plus vulnérables, qui demandaient un suivi plus précis. Mais disons que la pandémie est arrivée, ce qui a mis un frein à nos négociations sur le nouveau modèle. Donc, on est en train de négocier une entente intérimaire. Et le projet de loi 31 est arrivé aussi avec ses propres activités qui sont ultra intéressantes. Donc, on s'est dit qu'on va négocier ça dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on va absorber le projet de loi 31 avec les règlements qui s'en viennent, parce qu'il y a des belles activités dans ça. Et dans la négociation du prochain modèle, qui va arriver dans 2 ans, et qu'on souhaite qu'il va arriver dans 2 ans, mais d'autres activités cliniques vont être suggérées, mais qui vont être un peu modélisées sur le projet de loi 31 actuel. Enfin, voilà. Attends, avant que tu poses une autre question, Sylvain, j'ai une question, moi, à poser à tous nos panélistes. Je ne sais pas si on ose poser la question, mais je le fais. Est-ce que quand on prend ou on devient propriétaire ou qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a la peur de la faillite? Est-ce qu'une pharmacie peut faire faillite? Oui.
Oui, ça arrive, hein, c'est ce que je me dis. Et ça doit être. Est-ce que tu as ce stress-là quand tu dis que tu deviens propriétaire ou pas? Oui, oui. Mais je vais répondre succinctement parce que j'ai beaucoup parlé, là. Mais une pharmacie là, doit possiblement faire faillite. Je m'explique. Le risque est réel. Et s'il n'y a pas de risque, c'est que vous n'êtes pas réellement propriétaire. Le risque, il est là quand vous êtes un propriétaire et vous devez avoir une tolérance au risque. Vous devez être capable de faire face à ça et ça doit, à quelque part, vous habiter parce qu'une pharmacie non rentable ne peut pas donner de service. Il faut qu'au départ, une pharmacie soit rentable, qu'elle ait sa raison d'être. Je me tais. Si je peux me permettre de rajouter, Anne, à ce que M. Morin vient d'amener, c'est là que l'entrepreneuriat ou le profil entrepreneurial rentre en ligne de compte. De prendre une pharmacie, c'est bâtir une entreprise, avoir des employés, avoir des clients et d'avoir aussi un but qui est la réussite. La réussite d'une pharmacie, c'est comme n'importe quelle entreprise en tant que telle, c'est comme Bill Gates disait, c'est la meilleure publicité quand vos clients sont satisfaits. Et si on a des clients satisfaits ou des patients satisfaits, ça veut dire que le fonctionnement de la pharmacie est bien fait, mais le fonctionnement de la pharmacie, pas au niveau technique, mais au niveau, comme Bertrand, tu le disais très bien, du service du pharmacien, du métier du pharmacien. Donc, pour toute entreprise qui va bien réussir, c'est de savoir, puis je vais répondre, Anne, si tu permets, à des questions qui sont venues, comment je m'entoure, par où je commence. C'est de trouver les organismes qui vont aider. Le centre en est un au sein de l'université pour les facultés et autres, mais aussi, je pense, Bertrand, qui avait répondu, de trouver les bons comptables, de trouver les bons avocats, d'aller chercher l'aide, de ne pas se dire, je peux tout faire, puis je suis pharmacien, donc je vais être obligé de bien comprendre comment je vais partir ma pharmacie. Non, votre métier, c'est la pharmacie, mais vous allez aussi analyser votre profil. Est-ce que j'ai un profil d'entrepreneur où je dois m'entourer avec d'autres personnes qui vont m'aider? C'est quoi qui me manque? Force, faiblesse, et je vais pouvoir m'entourer. Et autant que Gabriel, tu disais, je peux donner et déléguer à des techniciens certaines tâches. Si je me reconnais comme pharmacien, entrepreneur, mon profil, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, je vais pouvoir aussi aller compléter par les autres. Alors, c'est vraiment d'agir comme un entrepreneur. Et pour réussir en tant qu'entrepreneur, Benoît, je suis très d'accord avec toi, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on n'est pas fait pour ça. À ce moment-là, peut-être qu'on n'est pas mieux d'ouvrir une pharmacie, mais d'aller s'intégrer à une pharmacie comme employé, effectivement. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait répondre à cette question? Oui, Bertrand? Ouais, je pense que Nada pourrait rajouter là-dessus, mais devenir entrepreneur, ça s'apprend. Gabriel l'a appris, Benoît l'a appris, Marc-André l'a appris aussi, puis moi aussi, il y a quelqu'un qui me l'a appris. On n'est pas obligé de faire un MBA. Moi, je l'ai fait un et j'ai fait des cours en entrepreneurship avec Louis-Jacques Filion au HEC à l'époque, qui est un prof d'entrepreneurship. C'est lui qui m'a appris à l'être. Puis par la suite, c'était avec des entrepreneurs, M. Léon Gosselin chez Axcan, qui m'a appris à devenir entrepreneur. Alors, il faut prendre l'expérience comme pharmacien-chef, travailler avec des propriétaires qui nous inspirent, qui ont la passion, et on voit leurs bons coups, ils nous racontent leurs mauvais coups. Vous allez voir, souvent, les entrepreneurs aiment beaucoup partager leur expérience. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que nous sommes là ce soir. Et c'est comme ça qu'on apprend avec des mentors. Et par la suite, on se lance. Comme Gabriel a dit, on prend certains risques à la mesure de ce qu'on peut prendre et on grandit là-dedans. Voilà. Merci. Est-ce que Gabriel, vas-y? Oui, en fait, moi, je pense que c'est important d'observer, d'écouter. Et surtout, je pense que les startups de pharmacie, c'est de moins en moins d'actualité là, parce que c'est très dur d'être viable financièrement dans le temps. Mais quand on reprend une clientèle et quand on reprend une pharmacie, parfois, on est chanceux d'avoir repris des choses qui fonctionnent très bien, mais ça a un prix. Sinon, c'est vraiment d'aller observer les points qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, puis d'y mettre l'accent dessus. Donc, c'est aussi des fois, il faut juste comme s'asseoir, observer, puis essayer de rééquilibrer les choses.
Puis c'est sûr que, bon, ben, des fois, on fait du bricolage. Hein. Moi, j'aimerais ça un système de caisse, mais c'est hyper dispendieux. Est-ce que ça vaut l'investissement par rapport à ce que ça me servirait? Finalement, ben, j'ai cherché, je m'en suis pas tenté un qui est vraiment pas pire, puis qui est peut-être pas à la hauteur des grandes choses, mais il fonctionne bien, puis j'ai le PayPass, là. Je suis pas par rapport à ma petite pharmacie. Donc, il y a des choses qu'on peut faire sans toujours imaginer des grosses choses ou avoir des rêves fous. Là. Puis je pense aussi, des fois, c'est bien d'aller voir l'herbe du voisin. On dit que ce n'est pas nécessaire. Moi, je pense que c'est nécessaire pour des fois se dire, oh, ben, finalement, je ne suis pas si pire, ou peut-être que j'ai des choses à prendre de mon voisin qui sont intéressantes. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Je peux me permettre de rajouter brièvement, un pharmacien propriétaire, ce n'est pas un comptable, mais il doit être capable de lire des états financiers. Ce n'est pas un avocat, mais il doit comprendre les contrats. Ce n'est pas un technicien informatique, mais il doit connaître la cybersécurité. C'est un peu tout ça. Ce n'est pas un ressource humaine, mais il doit comprendre la gestion du personnel. Bien s'entourer, mais connaître le minimum avant de se lancer en affaires, ça fait partie du plan. Mm-hmm. Ah, tout à fait. Prérequis. Sylvain me dit que nous allons faire la dernière question. Oui, Sylvain. Une dernière question toute simple, mais très intéressante. Donc, on nous demande où chercher lorsqu'on est intéressé à acquérir une première pharmacie, où on peut trouver et dénicher les bonnes opportunités d'affaires. Alors, je ne sais pas s'il y en a un quelqu'un veut ça laisse tout le monde perplexe. Non, mais moi, je pense que Benoît en a parlé et Gabriel aussi. Il faut d'abord commencer à trouver un endroit qui nous plaît, des gens avec qui on aime travailler, une clientèle qui a besoin de nous. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui décèle des besoins, qui trouve une solution et qui s'assure que ça devienne rentable. Ça part toujours d'un besoin. Vous pouvez aller travailler à un endroit et vous pourriez dire « Ah, mon Dieu, ici, la clientèle est tellement mal servie. Si c'était moi qui ramassais ça, il me semble que je ferais ceci, celle-là. » Et vous pouvez avoir un très grand succès. Vous allez à un endroit et dire « Ah non, ça ici, là, c'est vraiment ce qui me plaît, puis je pourrais en faire encore plus. » Puis c'est ça, il faut déceler les besoins pour trouver des nouvelles façons de faire, pour y arriver dans une pharmacie et dire « Si je rendais ça éco-responsable, il me semble que dans ce coin-ci, ce quartier-ci, ça plairait, ça me distinguerait, je pourrais faire ceci. » Voilà. Il y a plein de façons de trouver des endroits. Mais surtout, moi, je pense que si vous voulez vous donner un petit peu moins de trouble, trouver des gens avec qui vous voulez travailler, des belles équipes, des propriétaires qui prennent un petit peu d'âge puis qui veulent laisser aller puis qui prendraient beaucoup plus plaisir à laisser leurs employés, leur clientèle dans les mains de quelqu'un en qui ils ont confiance que plutôt vendre au plus offrant. C'est souvent le cas. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut chercher. Ce n'est pas un coin de rue, une bannière ou un chiffre d'affaires. C'est plutôt des conditions gagnantes pour s'épanouir, pour avoir du plaisir à tous les jours, parce que Gabriel l'a dit, on est là pour le long terme et ça peut durer longtemps. Donc, il faut que ce soit plaisant aussi. Moi, je dirais que la première des choses, c'est de réfléchir à ce que vous voulez pour les 20-25 prochaines années. Puis vous allez voir que les opportunités vont un peu, ça va restreindre les modèles ou les opportunités qui vont s'offrir à vous. Puis il va en avoir. Là. Il y a des pharmaciens qui partent à la retraite, il y en a qui veulent vendre, il y en a qui cherchent la relève. Il faut peut-être bouger un peu plus, il faut peut-être aller dans d'autres secteurs, il faut peut-être s'expatrier dans certains cas, mais plusieurs l'ont fait avec beaucoup de plaisir et de succès. Mais il faut d'abord réfléchir à ce que vous voulez. Ça sera le mot de la fin. Gabriel, oui. En fait, moi, c'est aussi, je pense, beaucoup par le bouche à oreille de qui on est comme pharmacien à la base en tant que salarié. Moi, les projets, quand j'ai été approchée au tout début, avant d'être propriétaire de ma pharmacie, c'est parce qu'un propriétaire pour qui j'avais travaillé trouvait que j'avais le profil pour telle pharmacie. Ça n'a pas forcément abouti, mais c'est vraiment comme ça, de fil en aiguille. Donc, je n'ai pas passé une entrevue dans une bannière pour dire qui j'étais et ce que je cherchais. Donc, je ne sais pas quel est le processus. Je pense cependant que si ça se passe comme ça, dans certains cas, une sélection est importante justement de profil, de personnalité que ça prend pour être entrepreneur, parce qu'un projet viable peut planter si on met la mauvaise personne au mauvais endroit. Donc,
Je pense que ça aussi, de faire parler de nous, d'essayer différents milieux, puis ne pas hésiter à le dire que l'intérêt en tant que salarié, c'est de s'impliquer, éventuellement de s'associer ou de trouver quelque chose. C'est commencer à planifier pour le futur. Ça n'arrivera peut-être pas du jour au lendemain, mais quand on sait qu'un pharmacien ou une pharmacienne fiable, valide, qui a le sens de la gestion, de l'implication, ben, quand on connaît un projet, ben, souvent c'est comme ça que ça se parle, puis qu'un jour on a un téléphone en disant ben, « Tiens, il y a un projet pour toi, veux-tu nous rencontrer? » Merci beaucoup, Gabrielle. Est-ce qu'on a fait le tour? Il est déjà 19h07. Je voulais remercier encore une fois nos panélistes. Merci d'être restés pour cette partie de réseautage. C'était fort apprécié. Merci à tous les participants qui étaient avec nous. Merci au Centre Entrepreneuriat qui nous a permis de monter cet événement en collaboration. Et merci à l'équipe technique qui a fait ça merveilleusement de l'Université de Montréal. Je vous souhaite une très bonne soirée. On va vous envoyer un sondage. N'hésitez pas à y répondre. Si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations et sur le Centre d'entrepreneuriat ou sur des références, on va vous envoyer tout ça très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas mon programme de mentorat qui s'en vient. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et vous allez voir défiler nos prochains événements que nous avons au réseau. Très, très bonne soirée à tous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.